Enfants de la conquête. L'héritage de l'Amérique latine. Partie 1. Introduction. La rencontre de deux mondes. En 1492, le monde connu des Européens était en pleine transformation. La péninsule ibérique venait de vivre son moment de gloire. Après près de 8 siècles de lutte, les royaumes chrétiens achevèrent la Reconquista avec la prise de Grenade, dernier bastion musulman en Espagne. Cette même année, le roi Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille consolidèrent leur autorité sur un royaume unifié et se préparèrent à projeter leur puissance au-delà des frontières du continent. Était une époque d'enthousiasme mais aussi d'incertitude, un moment où l'Europe se trouvait à la croisée des chemins entre le Moyen-Âge et l'aube de la modernité. Dans ce contexte, un navigateur génois, Christophe Colomb, obtint le soutien de la couronne de Castille pour un plan qui, à l'époque, paraissait risqué et audacieux. Il proposait d'atteindre l'Asie par une route maritime vers l'ouest, en traversant la mer Ténébreuse, c'est-à-dire l'océan Atlantique. L'objectif déclaré était de trouver un chemin plus rapide vers les richesses de l'Orient, épices, soieries, or, qui arrivaient en Europe par des routes longues et dangereuses, largement contrôlées par les Ottomans et les marchands italiens. Pour les monarques espagnols, l'enjeu était immense. Ouvrir une route directe vers l'Asie signifiait accéder à des ressources presque illimitées et consolider le prestige du royaume nouvellement unifié. Le 3 août 1492, 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, quittèrent le port de Palos de la Frontera. Après plus de 2 mois de navigation, le 12 octobre, les marins aperçurent la terre. Colomb était convaincu d'avoir atteint les Indes, mais en réalité, il avait révélé à l'Europe un nouveau monde, les îles des Caraïbes. Les premiers contacts avec les populations autochtones, qu'il appela Indiens, furent pacifiques. Ces peuples, appartenant principalement à la culture taïno, se montrèrent hospitaliers, curieux et dépourvus d'armes sophistiquées. Colomb nota dans son journal qu'ils étaient amicaux, faciles à convertir au christianisme et qu'ils pourraient devenir des sujets de la couronne espagnole. Cependant, derrière ces observations apparemment bienveillantes se cachait une réalité plus dure. Les Européens considéraient ces terres et ces peuples à travers le prisme de leurs propres intérêts, richesse, prestige et foi. Colomb n'avait pas seulement découvert de nouvelles îles. Il avait ouvert la porte à une collision entre deux mondes entièrement distincts. Pour les Européens, était l'occasion d'une expansion sans précédent. Pour les peuples amérindiens, était le début d'une catastrophe qui allait changer leur vie à jamais. Dans les années suivantes, Colomb entreprit 3 expéditions supplémentaires. Il fonda les premières colonies à Hispaniola, l'actuel Haïti et la République dominicaine, mais les conflits avec les indigènes éclatèrent rapidement. Les Espagnols cherchaient de l'or, et, lorsqu'ils n'en trouvaient pas, imposaient aux populations locales le travail forcé et des tribus. Face à ce régime, les indigènes se rebellèrent. Mais leurs armes de pierre et de bois ne pouvaient rivaliser avec les épées de fer, les arbalètes ou les chiens de guerre apportés d'Europe. De plus, les maladies européennes, variole, rougeole, grippe, se propagèrent à une vitesse dévastatrice, décimant des communautés entières dépourvues de toute immunité naturelle. Cette première phase de la conquête ne fut ni organisée ni grandiose, comme le seraient plus tard les campagnes au Mexique et au Pérou. Mais elle posa les bases d'un modèle. Explorateurs, aventuriers et soldats partaient en expédition soutenue par la couronne ou financée de manière privée, conquéraient des territoires, soumettaient les populations locales et envoyaient en Espagne de l'or, de l'argent et d'autres richesses. En retour, la couronne leur accordait des titres, des privilèges et des terres. Le système de l'encomienda, introduit dans ses premières colonies, donnait aux colons le droit d'exploiter la main-d'œuvre indigène, en échange de l'obligation de les évangéliser et de les protéger. En pratique, ce système se transforma rapidement en une forme brutale d'esclavage. Pour l'Espagne, toutefois, les résultats furent spectaculaires. En quelques années, le royaume était devenu une puissance coloniale émergente, avec des possessions de l'autre côté de l'océan et un potentiel d'expansion énorme. Le succès des expéditions de Colomb inspira d'autres aventuriers, connus sous le nom de conquistadors. La plupart étaient des nobles appauvris,
des soldats expérimentés ou même de simples hommes en quête de fortune et d'un statut social impossible à atteindre dans leur patrie. Pour eux, l'Amérique représentait une promesse: or, terre et gloire. Ainsi, entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, deux mondes se regardèrent dans les yeux pour la première fois. Cette rencontre ne donna pas naissance à un dialogue, mais à une conquête. L'Espagne ne cherchait pas à comprendre les cultures rencontrées, mais à les soumettre et à les intégrer dans son nouvel empire. Et les peuples autochtones, bien que nombreux et unis par de fortes traditions, se retrouvèrent impuissants face à un adversaire qui apportait des armes inconnues, des chevaux, une religion intolérante et un désir de conquête sans limite. Le début du XVIe siècle fut donc un tournant dans l'histoire de l'humanité. La découverte de l'Amérique par Colomb ne fut pas seulement une aventure maritime, mais le point de départ d'un processus qui mènerait à la destruction de grandes civilisations, mais aussi à la naissance d'un nouveau monde, l'Amérique latine. Un monde qui, aujourd'hui encore, porte les marques de cette rencontre dramatique entre l'Europe et les Amériques. Partie 2. Les premiers établissements et le système de l'encomienda. Après les premiers voyages de Christophe Colomb, l'enthousiasme pour les nouvelles terres découvertes grandit rapidement en Castille. Les récits d'or îles couvertes d'une végétation luxuriante, de rivières qui semblaient receler de l'or et de peuples hospitaliers et désarmés, enflammèrent l'imagination d'une génération entière d'aventuriers. Moins de 2 décennies après 1492, la couronne espagnole organisa de nombreuses expéditions dans la région des Caraïbes, et bientôt des îles comme Hispaniola, Cuba et Porto Rico devinrent les premiers bastions de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde. Hispaniola, île que Colomb avait désignée comme le centre de ses découvertes, devint la première colonie importante. Fondée en 1493, elle fut considérée comme le modèle des futures possessions d'outre-mer. Les Espagnols y bâtirent des villes, des forts, des églises et une administration coloniale rudimentaire. La ville de Saint-Domingue, fondée en 1498, devint la première capitale européenne du continent américain et le centre du pouvoir politique, militaire et religieux dans les Caraïbes. De ces murs partaient les expéditions qui exploraient les îles voisines et plus tard, les côtes continentales. Cependant, la consolidation rapide de ces colonies ne se fit pas sans violence. Dès le début, les conquistadors exigèrent des tribus des peuples taïnos et leur imposèrent des travaux forcés. Les indigènes devaient livrer de l'or, du coton et des vivres, en plus de travailler à la construction de forteresses et dans les champs. Le choc fut brutal. Des sociétés qui, jusque-là, avaient vécu selon des systèmes communautaires et des rites propres, se retrouvèrent soudain soumises à des exigences impossibles à satisfaire. Ceux qui ne livraient pas la quantité d'or demandée subissaient de sévères châtiments, allant jusqu'aux mutilations et à la mort. Face à cette situation, la population indigène d'Hispaniola commença à résister. En 1495 éclatèrent les premières rébellions, menées par des caciques tels que Caonabo et Guarionex. Bien que courageux et déterminés, leurs guerriers ne purent résister à la supériorité militaire espagnole. Épées d'acier, armures, chevaux et chiens de guerre. En à peine une décennie, les révoltes furent écrasées avec une extrême brutalité, et les communautés taïnos furent dévastées. L'arrivée de maladies inconnues, comme la variole et la rougeole, accéléra encore l'effondrement démographique. On estime qu'aux alentours de 1515, la population indigène d'Hispaniola était passée de plusieurs centaines de milliers à seulement quelques dizaines de milliers. Pour organiser et justifier le système colonial, la couronne introduisit un modèle qui marqua profondément les débuts de la conquête, l'encomienda. Dans ce régime, un colon espagnol, l'encomendero, recevait un groupe d'indigènes obligés de travailler pour lui. En retour, l'encomendero avait l'obligation de les protéger et de les instruire dans la foi chrétienne. En théorie, il s'agissait d'un système de tutelle et d'évangélisation. En pratique, il se transforma en un mécanisme d'exploitation impitoyable, proche de l'esclavage poincienne. L'encomendero utilisait la main-d'œuvre indigène dans les mines, les plantations et les travaux d'infrastructure. L'or des rivières caribéennes commença à affluer vers Séville,
grossissant les coffres royaux. Dans les plantations, les Taïnos cultivaient la canne à sucre, qui devint rapidement un produit central du commerce atlantique. La vie des indigènes était marquée par des journées de travail épuisantes, des châtiments cruels, et la désintégration de leur communauté traditionnelle. La structure sociale taïno, fondée sur les caciquas et les alliances familiales, fut détruite en quelques décennies. Tous les Espagnols n'acceptèrent pas ce modèle sans critique. Des religieux comme Antonio de Montesinos et, plus tard, Bartolomé de las Casas dénoncèrent vigoureusement les abus. En 1511, Montesinos prononça un sermon à Saint-Domingue, où il accusa les encomenderos de commettre des péchés mortels contre les peuples indigènes et de vivre dans un état d'injustice permanente. Ces paroles résonnèrent dans toute la colonie et marquèrent le début d'un débat moral et juridique qui accompagnerait la conquête pendant des siècles. Les indigènes avaient-ils une âme ? Étaient-ils de véritables sujets de la couronne ou de simples ressources à exploiter ? Nombre de colons répondirent par le rejet et l'hostilité envers les religieux, mais les dénonciations ne purent être totalement ignorées. Avec le temps, la pression de figures comme Las Casas conduisit à la promulgation de nouvelles lois, telles que les lois de Burgos de 1512, qui tentaient de réglementer le système de l'encomienda. Ces lois établissaient, en théorie, des limites à l'exploitation. Journées de travail réduites, repos obligatoire et obligation d'instruire les indigènes dans le christianisme. En pratique, cependant, ces mesures étaient presque impossibles à appliquer dans des territoires lointains où les encomenderos exerçaient un pouvoir quasi absolu. Pendant ce temps, les colonies des Caraïbes devinrent des centres stratégiques pour l'expansion. De Cuba, conquise à partir de 1511 sous le commandement de Diego Velázquez, Hernán Cortés partirait en 1519 vers les côtes du Mexique. Porto Rico, colonisé en 1508, devint un point clé pour le contrôle des routes maritimes. Les îles, bientôt épuisées en ressources minérales et démographiquement dévastées, servirent de tremplin pour des entreprises bien plus ambitieuses, la conquête des grands empires continentaux. Ainsi, les premiers établissements ne consolidèrent pas seulement le pouvoir de l'Espagne en Amérique, mais ils instaurèrent aussi le modèle des relations entre colonisateurs et indigènes, un système de domination économique, d'exploitation du travail et d'évangélisation forcée. Les Caraïbes furent, en un sens, le laboratoire de la conquête. On y expérimenta des stratégies de contrôle, on y affina des mécanismes d'exploitation et on y forgea la mentalité conquérante qui guiderait Cortés au Mexique et Pizarro au Pérou. Le prix humain fut dévastateur. En une seule génération, des cultures entières disparurent ou furent réduites à de petites communautés marginalisées. La blessure ouverte dans les Caraïbes annonçait ce qui se produirait plus tard sur le continent. La chute de civilisations entières face à une poignée de conquistadors qui combinaient ambition, foi et violence. Le système de l'encomienda, loin d'être une anomalie, devint la pierre angulaire de l'organisation coloniale pendant une grande partie du XVIe siècle. À son ombre se façonna la nouvelle société américaine, marquée par l'inégalité, le métissage et l'imposition d'un ordre totalement étranger aux traditions locales, walavéennes. Partie 3. La conquête du Mexique. En 1519, une expédition partie de Cuba allait changer à jamais l'histoire des Amériques. À sa tête se trouvait un hidalgo d'Extrémadure, ambitieux et astucieux, Hernán Cortés. Son objectif officiel était d'explorer les côtes du Yucatan, mais en réalité, il nourrissait une entreprise bien plus grande, conquérir des territoires continentaux et ouvrir à l'Espagne un empire sans précédent. Lorsque les navires de Cortés atteignirent les côtes de Veracruz, les Espagnols se trouvèrent face à un monde très différent de celui des îles caribéennes. L'AS étendait le puissant empire mexicain, connu sous le nom des Aztèques, une civilisation qui dominait une grande partie de la Mésoamérique. Sous l'autorité du Tlatoani Moctezuma II, les Mexicains contrôlaient un vaste réseau de cités-États, imposaient des tribus aux peuples soumis et maintenaient une structure religieuse et militaire complexe. Tenochtitlan, leur capitale, bâtie au milieu du lac Texcoco, était une cité monumentale dotée de chaussées, de temples,
de marchés et de jardins, qui émerveilla les Européens par sa taille et sa sophistication. Cortés comprit rapidement que, pour affronter un empire de millions d'habitants, les quelques centaines d'hommes qui l'accompagnaient ne suffiraient pas. Il appliqua donc une stratégie décisive: tisser des alliances avec les ennemis des Mexicas. Beaucoup de peuples de la région supportaient mal la domination aztèque, en particulier les lourdes exigences de tribus et les sacrifices humains qui alimentaient la religion mexica. Parmi eux se distingua Tlaxcala, une confédération indigène qui combattit d'abord férocement les Espagnols, mais qui devint ensuite leur allié la plus fidèle. Des milliers de guerriers tlaxcaltèques se joignirent au rang de Cortés, transformant sa petite expédition en une force militaire considérable. Fort de ses alliances, Cortés avança vers le cœur de l'Empire. En novembre 1519, il entra à Tenochtitlan, où il fut reçu par Moctezuma, dans un climat de tension et de curiosité. Les chroniqueurs rapportent que l'empereur aztèque crut d'abord que les Espagnols pouvaient être des envoyés des dieux, ce qui facilita une entrée pacifique. Les Européens furent stupéfaits par la magnificence de la ville: rues droites, canaux navigables, palais, et un marché à Tlatelolco, qui réunissait chaque jour des dizaines de milliers de personnes. Aux yeux des conquistadors, cette métropole rivalisait avec les grandes cités d'Europe, mais la cohabitation était fragile. Les exigences des Espagnols en quête d'or, leur attitude envers les temples indigènes et leur mépris des rituels religieux déclenchèrent l'hostilité des Mexicas. En 1520, tandis que Cortés s'absentait pour affronter une expédition envoyée de Cuba afin de l'arrêter, ses hommes, sous le commandement de Pedro de Alvarado, commirent un massacre durant une cérémonie religieuse au Templo Mayor. Cet événement provoqua un soulèvement massif dans la ville. Quand Cortés revint, il se retrouva encerclé par des milliers de guerriers mexicains. Durant la Noche Triste, dans la nuit du 30 juin 1520, les Espagnols et leurs alliés tlaxcaltèques tentèrent de fuir la ville, subissant d'énormes pertes. Des centaines moururent dans les canaux et sur les chaussées, alourdis par l'or et les armes. Malgré le désastre, Cortés ne se rendit pas. Il réorganisa ses forces à Tlaxcala et, pendant des mois, prépara la contre-attaque. Avec l'appui de ses alliés indigènes, il fit construire des brigantins pour contrôler le lac Texcoco et isoler la capitale aztèque. En mai 1521 commença le siège de Tenochtitlan. Pendant 3 mois, la ville résista héroïquement, mais la faim, les maladies et le blocus systématique minèrent sa défense. Le 13 août 1521, Cuauhtémoc, le dernier Tlatoani, fut capturé. La grande Tenochtitlan tomba, et avec elle l'un des empires les plus puissants des Amériques. La conquête du Mexique ne fut pas seulement un triomphe militaire, mais aussi un choc culturel sans précédent. Les Espagnols détruisirent des temples et élevèrent des églises sur leurs ruines. Ils introduisirent le christianisme, le système de l'encomienda, et une nouvelle structure politique sous le vice-royaume. Les peuples alliés, qui avaient vu en Cortés l'occasion de se libérer du joug mexica, se rendirent vite compte qu'ils avaient seulement échangé un maître contre un autre. La domination espagnole se révéla aussi exigeante et violente que celle des Aztèques, avec une différence décisive. Désormais, ils étaient intégrés dans un empire global reliant l'Amérique à l'Europe et à l'Asie. L'impact humain fut dévastateur. La variole, apportée par les conquistadors eux-mêmes, se répandit rapidement en 1520 et décima la population indigène, affaiblissant les défenses mexicaines durant le siège. En quelques années, des millions d'habitants disparurent. Les chroniqueurs espagnols reconnurent que, sans l'épidémie, la conquête aurait été bien plus difficile. Du point de vue européen, la victoire ouvrit la voie à des richesses incalculables. L'or et, plus tard, l'argent du Mexique commencèrent à affluer vers l'Espagne. La ville de Mexico fut fondée sur les ruines de Tenochtitlan et devint la capitale du vice-royaume de la Nouvelle-Espagne, l'un des territoires les plus importants de la monarchie hispanique. De là, de nouvelles expéditions furent organisées vers le nord et le sud, étendant l'influence espagnole sur de vastes régions du continent. La conquête du Mexique symbolise, mieux que peu épisodes,
La complexité de l'expansion européenne en Amérique. Un mélange de violences militaires, d'alliances stratégiques, de catastrophes épidémiques et de transformations culturelles. Ce fut le début d'une nouvelle ère, où des peuples entiers virent s'effondrer leurs mondes ancestraux pour laisser place à une réalité coloniale qui, avec ses lumières et ses ombres, allait marquer le destin de toute l'Amérique latine. Partie 4. La conquête du Pérou. Alors que la domination espagnole se consolidait au Mexique, plus au sud-est, élevait, sur les hautes terres andines, un autre empire millénaire, l'Empire Inca. Avec pour capitale Cusco et étendant de l'actuelle Colombie jusqu'au Chili et à l'Argentine, les Incas avaient, en quelques générations, construit un réseau impressionnant de routes, de forteresses et de centres administratifs. Était un empire centralisé, gouverné par le Sapa Inca, considéré comme un descendant direct du dieu Soleil. Sa société s'organisait en ayus, des communautés soudées par un système de tribus et de travail collectif appelé la mita. Aux yeux des Européens, il s'agissait d'une civilisation disciplinée, prospère et riche en or et en argent. Cependant, lorsque les Espagnols atteignirent ces terres dans les années 1530, l'Empire traversait une situation critique. Une épidémie dévastatrice de variole, arrivée avant les conquistadors, avait tué des milliers de personnes, y compris l'empereur Huayna Capac lui-même. À sa mort, ses fils Huáscar et Atahualpa s'engagèrent dans une guerre civile sanglante pour le trône. Bien qu'Atahualpa en sortit vainqueur, le conflit avait laissé l'Empire affaibli et divisé, au moment précis où apparaissaient sur la côte ces étrangers venus d'outre-mer. En 1532, une expédition dirigée par Francisco Pizarro, un homme d'origine modeste, fort d'une longue expérience dans les campagnes des Caraïbes et du Panama, débarqua sur le territoire de l'actuel Pérou. Pizarro ne commandait qu'environ 180 hommes et une poignée de chevaux, mais, à l'instar de Cortés au Mexique, il sut exploiter la situation politique et les divisions internes de l'Empire. Avec ruse, il demanda une entrevue avec Atahualpa sur la place de Cajamarca. Ce qui se passa là compte parmi les épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la conquête. Confiant dans sa supériorité numérique, Atahualpa se présenta à la rencontre accompagné de milliers de guerriers, désarmés par respect pour la trêve. Les Espagnols, embusqués autour de la place, tendirent une embuscade. Après un bref échange où un religieux présenta la foi chrétienne et exigea la soumission d'Atahualpa à la couronne espagnole, les conquistadors ouvrirent le feu avec arquebuses et canons, puis chargèrent à cheval. Le résultat fut un massacre. Des centaines d'Incas périrent en quelques minutes, tandis qu'Atahualpa était capturé vivant. Avec cette action audacieuse, Pizarro avait décapité la direction de l'Empire avec une poignée d'hommes seulement. Prisonnier, Atahualpa tenta de racheter sa liberté en offrant une rançon colossale, une salle remplie d'or et 2 autres d'argent à une hauteur marquée. Pendant des mois, ses sujets acheminèrent vers le camp espagnol des trésors inimaginables, fondus en lingots après la destruction des œuvres d'orfèvrerie. Ce fut l'un des plus grands butins de l'histoire. Mais malgré la promesse tenue, Atahualpa fut sommairement jugé pour hérésie et conspiration, puis exécuté en 1533. Sa mort laissa l'Empire sans chef visible, et les conquérants purent avancer au cœur des Andes. La même année, les Espagnols entrèrent à Cusco, la capitale sacrée des Incas. Bien que la ville fût prise, la résistance indigène ne disparut pas. Manco Inca, membre de la famille royale d'abord alliée des Espagnols, se rebella en 1536 et organisa un siège massif de Cusco. Pendant des mois, des milliers de guerriers encerclèrent la ville et infligèrent de lourdes pertes aux conquistadors. Cependant, la supériorité des armes espagnoles et le manque de coordination des rebelles finirent par affaiblir le soulèvement. Manco Inca se retira à Vilcabamba, où il fonda un réduit de résistance qui subsista plusieurs décennies, symbole de l'esprit inca indomptable. La consolidation de la domination espagnole fut lente et violente. En 1535, Pizarro fonda la ville de Lima, qui devint rapidement la nouvelle capitale du vice-royaume, grâce à son accès à la mer et à sa connexion avec les routes commerciales vers Panama et Séville. De là,
le vaste territoire du Pérou fut administré, devenant bientôt l'une des principales sources de richesse de l'Empire espagnol grâce à ses mines d'argent, en particulier celle de Potosí, dans l'actuelle Bolivie. L'extraction intensive de métaux précieux transforma l'économie locale et eut des répercussions mondiales. L'afflux constant d'argent américain alimenta l'économie européenne et permit à l'Espagne de soutenir ses guerres et son rôle de grande puissance mondiale. Le choc culturel fut tout aussi profond. Temples et palais incas furent détruits ou convertis en églises et bâtiments coloniaux. Le christianisme s'imposa comme foi officielle, même si beaucoup d'indigènes conservèrent en secret leurs traditions et croyances, donnant naissance à un syncrétisme religieux qui perdure encore. Le système de la mita fut adapté par les Espagnols pour exploiter la main, œuvre indigène dans les mines et les haciendas, dans des conditions si dures qu'elles provoquèrent un déclin démographique alarmant. Des millions d'Andins moururent dans le travail forcé, leur communauté étant brisée par l'autorité coloniale. Les rivalités entre conquistadors ajoutèrent encore à la violence. Les frères de Pizarro, avec d'autres capitaines comme Diego de Almagro, se livrèrent à des guerres civiles pour le contrôle des nouvelles terres et richesses. En 1541, Francisco Pizarro lui-même fut assassiné à Lima par des rivaux espagnols. Mais à cette date, la conquête du Pérou était déjà consommée. L'Empire Inca avait disparu comme entité politique indépendante, et sur ses ruines élevait un nouvel ordre colonial. La conquête du Pérou demeure l'un des épisodes les plus saisissants de l'histoire mondiale. En quelques années, un empire de millions d'âmes, porteur d'une tradition millénaire, s'effondra devant une poignée d'étrangers. Ce ne fut pas seulement la supériorité militaire qui décida de l'issue, mais aussi les maladies, les divisions internes, la ruse stratégique et la brutalité des conquérants. L'héritage fut contradictoire, destruction de civilisations, mais aussi naissance d'une nouvelle réalité métisse, qui allait définir le visage de l'Amérique latine. Barrier. Partie 5. Le choc culturel et humain. La conquête espagnole des Amériques ne s'acheva pas avec la défaite militaire d'empires tels que les Mexicas et les Incas. Ce qui suivit fut un processus beaucoup plus profond et douloureux. Un choc culturel et humain, qui transforma à jamais des millions de personnes, et redessina la carte de l'histoire mondiale. La rencontre entre Européens et peuples autochtones ne fut pas un simple contact entre civilisations, mais une collision marquée par la violence, la maladie, l'exploitation, et en même temps, la création de nouvelles formes de vie, de nouvelles identités et de nouvelles sociétés. L'un des facteurs les plus dévastateurs fut l'impact des maladies venues d'Europe. La variole, la rougeole, la grippe et le typhus se propagèrent à une vitesse terrifiante parmi des populations dépourvues de défense immunologique. Des épidémies entières balayèrent villages et cités, laissant derrière elles des communautés fantômes. Au Mexique, la variole fut décisive lors du siège de Tenochtitlan en 1521. Elle affaiblit les défenses mexicas, décima leurs guerriers et sema la panique. Dans les Andes, les pestes précédèrent même l'arrivée de Pizarro, affaiblissant l'Empire Inca avant le premier coup de feu. On estime qu'en moins d'un siècle, la population indigène des Amériques passa de 60 à 70 millions d'habitants à peine 10 millions. Ce fut une catastrophe démographique sans équivalent dans l'histoire. Le changement religieux fut tout aussi radical. Convaincus de la supériorité de leur foi, les Espagnols entreprirent l'évangélisation avec un zèle inflexible. Les temples indigènes furent détruits ou transformés en églises. Les idoles, brûlées, les rituels ancestraux, interdits. Les missionnaires dominicains, franciscains et jésuites jouèrent un rôle essentiel, enseignant le catéchisme dans les langues locales, traduisant la Bible et édifiant des paroisses. Pourtant, l'évangélisation n'entraîna pas la disparition totale des croyances préhispaniques. Dans bien des endroits, les peuples autochtones intégrèrent des symboles chrétiens à leur tradition, donnant naissance à un syncrétisme religieux. Des exemples emblématiques incluent la dévotion à la Vierge de Guadalupe au Mexique, rapidement associée aux anciennes divinités de fertilité, ou, dans les Andes, la fusion du culte du soleil, Inti, avec la figure du Christ.
Des festivités agricoles comme l'Inti Raymi furent officiellement remplacées par des fêtes chrétiennes, mais conservèrent en pratique des éléments traditionnels. Ainsi, la foi imposée fut transformée en un mélange vivant qui définit encore aujourd'hui la spiritualité latino-américaine. Un autre aspect fondamental fut la transformation du travail et de la vie quotidienne. Les systèmes communautaires de production et de redistribution, tels que le calpulli en Mésoamérique ou l'ailu dans les Andes, furent remplacés par des structures coloniales d'exploitation. Le système de l'encomienda, déjà consolidé dans les Caraïbes, est étendu au continent, obligeant les indigènes à travailler dans les champs et les mines. Dans les Andes, l'ancien système de la mita fut adapté pour fournir une main d'œuvre forcée aux mines d'argent de Potosí, où des milliers de travailleurs périrent dans des conditions inhumaines. Les richesses ainsi générées remplissaient les coffres de la couronne espagnole, mais au prix d'innombrables vies. Le choc culturel se manifesta aussi dans l'alimentation et l'agriculture. Les Européens introduisirent des animaux comme le cheval, le bétail, le porc et le mouton, qui transformèrent radicalement les paysages et les régimes alimentaires locaux. En même temps, des produits originaires des Amériques, maïs, pommes de terre, cacao, tomates, piments, traversèrent l'Atlantique et révolutionnèrent la gastronomie mondiale. Cet échange, connu sous le nom d'Échange colombien, changea non seulement les Amériques et l'Europe, mais l'ensemble de l'humanité. Le brassage des populations fut un autre héritage très visible. Espagnols et indigènes, unis dans des relations inégales souvent marquées par la violence, donnèrent naissance au métissage. Avec le temps, une hiérarchie sociale complexe, fondée sur l'origine ethnique, émergea. Au sommet se trouvaient les péninsulaires, espagnols nés en Europe, suivis des créoles, descendants d'Espagnols, mais nés en Amérique. En dessous se trouvaient les métis, les indigènes et les esclaves africains, dont la présence augmenta avec la traite destinée à compenser l'effondrement démographique indigène. De ces combinaisons naquirent des catégories intermédiaires, mulâtres, zambos, qui reflétaient une société obsédée par l'origine et la pureté du sang. Ce système de caste régit la vie coloniale pendant des siècles et sema des inégalités encore présentes aujourd'hui. Sur le plan culturel, l'arrivée de l'écriture alphabétique, du droit et de l'administration européen transforma profondément les sociétés indigènes. Des universités, des collèges et des séminaires furent fondés. Des livres furent imprimés dans des langues indigènes, comme le nahuatl ou le quechua. Et certains autochtones apprirent à utiliser les outils du droit espagnol pour défendre leur communauté. Des figures comme Felipe Guamán Poma de Ayala, au Pérou, rédigèrent des chroniques dénonçant les abus coloniaux et demandant justice au roi d'Espagne. Ces témoignages révèlent que, bien que dominés, les peuples indigènes n'étaient pas de simples victimes passives, mais des acteurs actifs qui cherchèrent à s'adapter et à résister dans le nouvel ordre. Le choc humain fut également psychologique et symbolique. Pour les peuples indigènes, la chute de leurs dieux, la destruction de leurs temples et l'imposition d'un nouvel ordre représentèrent un traumatisme collectif immense. Pour les Espagnols, en revanche, la conquête était perçue comme une entreprise divine, une mission justifiant la violence au nom de la foi et de la civilisation. Ce contraste de vision reflète la profondeur de la fracture culturelle ouverte en ces années-là. Malgré la brutalité, les pertes humaines et l'oppression, des espaces de résistance et de résilience virent aussi le jour. Des communautés indigènes parvinrent à préserver leur langue, leurs fêtes et une part de leur cosmovision. La musique, l'art et les traditions populaires devinrent des vecteurs de mémoire. Dans bien des cas, l'indigène et l'européen se mêlèrent. Guitares accompagnant les danses traditionnelles, vierges ornées de symboles agricoles, villes combinant places espagnoles et tracés préhispaniques. Le résultat final de ce choc ne fut pas la simple disparition d'une culture au profit d'une autre, mais la naissance d'une nouvelle civilisation métisse. L'Amérique latine est l'enfant de cette collision, du sang versé, d'une foi imposée puis transformée, de saveurs partagées et de langues entremêlées. Le prix humain fut immense, mais de cette tragédie surgit une réalité inédite,
complexe et contradictoire, qui continue de façonner l'identité de millions de personnes aujourd'hui. Partie 6. Conséquences et héritage. La conquête des Amériques fut, sans aucun doute, l'un des événements les plus décisifs de l'histoire mondiale. Il ne s'agissait pas seulement de l'expansion d'un royaume européen vers de nouvelles terres, mais du début d'un processus global qui transforma de manière irréversible le destin de continents entiers. En quelques décennies, des sociétés millénaires s'effondrèrent, de nouvelles structures politiques et économiques virent le jour, et une civilisation métisse naquit qui, avec toutes ses contradictions, constitue aujourd'hui le cœur de l'Amérique latine. Sur le plan politique, la conquête donna naissance à un système colonial sans précédent. La couronne espagnole établit des vice-royaumes, comme la Nouvelle-Espagne et le Pérou, qui devinrent les piliers d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ces territoires étaient gouvernés par des vice-rois, représentants directs du roi, et disposaient d'audiences, de cabildos et d'un vaste réseau bureaucratique destiné à maintenir le contrôle depuis la péninsule. Ainsi furent-ils intégrés dans l'espace mondial sous l'autorité des Habsbourg d'abord, puis des Bourbons. Sur le plan économique, la conquête ouvrit une nouvelle ère d'interconnexion. L'argent de Potosi et de Zacatecas, l'or des Caraïbes et de la Nouvelle-Grenade, et des produits agricoles comme le sucre et le cacao, alimentèrent le commerce mondial. Séville, puis Cadix, devinrent les grands ports d'entrée de ces richesses en Europe. Le flux massif de métaux précieux eut des effets ambivalents. D'un côté, il finança l'expansion espagnole en Europe et permit à la monarchie de soutenir guerres et politiques impériales. De l'autre, il provoqua une inflation incontrôlée dans la péninsule et une dépendance excessive aux ressources extérieures. L'Amérique devint ainsi le moteur économique de l'Empire. Mais au prix de l'exploitation brutale de millions d'indigènes et d'esclaves africains, le prix humain fut incalculable. La catastrophe démographique réduisit drastiquement la population autochtone, non seulement à cause des maladies, mais aussi en raison des guerres, du travail forcé et de la destruction de leur mode de vie. De nombreuses langues disparurent, d'innombrables traditions se perdirent, et des communautés entières furent reléguées à la marginalité. À cela s'ajouta l'arrivée de millions d'esclaves africains, arrachés à leurs terres et contraints de travailler dans les plantations et les mines du Nouveau Monde. La société coloniale fut, dans une large mesure, une société fondée sur la violence et l'inégalité. Le système des castes reflétait cette réalité. Péninsulaires et créoles occupaient les sommets de la pyramide sociale, tandis que métis, indigènes, noirs et mulâtres étaient relégués aux échelons inférieurs. La discrimination raciale et ethnique fut institutionnalisée, et bien que ces divisions se soient atténuées au fil du temps, leur empreinte demeure encore dans de nombreuses sociétés latino-américaines. L'héritage du colonialisme est donc aussi un héritage d'inégalité ouanienne. Pourtant, de cette histoire de violence et de domination naquit aussi un héritage culturel unique. La fusion des traditions européennes, indigènes et africaines donna naissance à des expressions artistiques, littéraires et musicales sans équivalent. En architecture, des cathédrales baroques élevèrent sur d'anciennes pyramides. En peinture, des saints chrétiens adoptèrent des traits locaux. En musique, les guitares espagnoles se mêlèrent aux tambours africains et aux flûtes indigènes. L'Amérique latine devint un espace de créativité métisse, où la douleur du passé se transforma en de nouvelles formes de beauté. La religion est peut-être le domaine où ce syncrétisme se perçoit avec le plus de force. Bien que le christianisme ait été imposé comme foi officielle, il se mêla en pratique à des éléments autochtones. La Vierge de Guadalupe au Mexique ou le Seigneur des miracles au Pérou sont des exemples de dévotion profondément populaires qui intègrent des symboles indigènes dans le cadre catholique. La religiosité latino-américaine, vibrante et diverse, est le fruit de ce processus de rencontre et de résistance. Sur le plan linguistique, l'espagnol s'imposa comme langue dominante, mais il coexiste encore aujourd'hui avec des dizaines de langues autochtones telles que le quechua, le nahuatl, le guarani ou l'aymara. Cette coexistence, souvent conflictuelle, rappelle que l'identité latino-américaine n'est pas homogène, mais plurielle,
la colonisation ne fut pas un processus unilatéral. Au fil des siècles, les peuples autochtones et les communautés afrodescendantes trouvèrent des formes de résistance. Rébellions ouvertes, comme celle de Tupac Amaru au XVIIIe siècle, ou résistance quotidienne, préservant langue, rituels et formes d'organisation communautaire. Ces luttes laissèrent une empreinte de dignité qui inspire encore aujourd'hui les mouvements sociaux en Amérique latine. La contradiction essentielle de la conquête réside dans le fait que, tout en engendrant oppression et souffrance, elle posa aussi les bases d'une nouvelle identité. L'Amérique latine n'est pas seulement l'héritière de l'Espagne, mais aussi des cultures indigènes et africaines qui survécurent et se transformèrent. Ce mélange est à la fois la douleur et la richesse de son histoire. Aujourd'hui, 5 siècles plus tard, la conquête reste un sujet de débat passionné. Pour certains, elle représente le début de la modernité et l'intégration des Amériques dans l'histoire globale. Pour d'autres, elle est synonyme de génocide, de spoliation et d'exploitation. Les deux visions contiennent une part de vérité. On ne peut comprendre la conquête sans reconnaître ses lumières et ses ombres. Elle fut à la fois création et destruction, intégration et exclusion, évangélisation et oppression. Le colonialisme espagnol laissa des traces profondes encore visibles aujourd'hui. Structures sociales inégalitaires, économie dépendante de l'exportation de matières premières, mémoire historique marquée par le traumatisme. Mais il laissa aussi une langue commune, une religion partagée et un ensemble de traditions culturelles, qui, avec le temps, devinrent des marqueurs identitaires. L'héritage de la conquête est, en définitive, ambivalent. Sans elle, l'Amérique latine telle que nous la connaissons n'existerait pas. Un continent uni par l'espagnol et le portugais, avec une culture métisse, qui a offert au monde une littérature, une musique, une gastronomie et des formes de pensée uniques. Mais, en même temps, cette identité édifia sur le sang de millions de personnes, sur la destruction de civilisations entières et sur l'imposition d'un ordre injuste. L'histoire de la conquête est donc une histoire de contradictions. Elle nous parle de la capacité humaine à créer de nouveaux mondes à partir de la douleur, de la violence transformée en art, de l'oppression convertie en résistance. Elle est à la fois un avertissement et une source d'identité. 5 siècles plus tard, l'écho de cette rencontre entre deux mondes résonne encore. La conquête des Amériques ne fut pas un simple épisode militaire, mais le début d'une ère mondiale où l'Europe, l'Afrique et l'Amérique restèrent à jamais entremêlées. Elle fut tragédie et genèse, catastrophe et naissance. De ces cendres surgit l'Amérique latine, une région qui porte encore la mémoire de la souffrance, mais aussi la richesse de sa diversité culturelle. Comprendre ce passé, avec ses lumières et ses ombres, est essentiel pour comprendre l'identité latino-américaine et la place qu'elle occupe dans le monde contemporain.